On passe maintenant à la catégorie des tris rapides. Notre premier algorithme de tri rapide, c'est le tri par fusion ou le tri fusion. Donc voici le principe. Le tableau est divisé en deux jusqu'à obtenir des tableaux de taille 1, des sous-tableaux de taille 1, et ensuite ils sont fusionnés de telle manière à obtenir des sous-tableaux qui sont triés. Le 8 avec le 7, puis 2 et 4. Et c'est cette même procédure de fusion qui est utilisée aussi dans le deuxième niveau, lorsque à partir donc de ces deux sous-tableaux, on obtient un autre sous-tableau trié, 1, 3, 5, 6. Pareil, cette même procédure est appliquée ici, et c'est d'ailleurs la même qui a été même utilisée lorsque on avait des tableaux de taille 1. Alors voici son principe, on compare les éléments un par un, on prend le plus petit, et ensuite cette fois-ci le 2 avec le 3 qui passe, le 2 et le 3 il passe, le 4, ensuite le 5, 7 avec 6 c'est le 6 qui passe, ensuite 7 et 8. Voilà, cet algorithme donc de tri par fusion se base sur un principe classique en anglais, il dit en anglais divide and conquer, en français on dit diviser pour régner, et en arabe on dit fajr tasud. Donc ce célèbre dicton est utilisé ici pour obtenir une complexité quasi linéaire, on va le voir par la suite. Donc remarquez que on considère que les tableaux de taille 1 sont déjà triés et on peut appliquer la même procédure de fusion à chaque niveau de l'algorithme. L'implémentation de manière récursive est beaucoup plus simple. Donc là, si on considère le principe que, étant donné un tableau, il suffit de le diviser en deux, de trier la première partie, de trier la deuxième partie, comme ici, et ensuite, après avoir trié les deux parties, fusionner les deux parties. Donc on peut utiliser la récursivité. Voici ici donc on veut trier tout le tableau, on le divise par deux, et ensuite on trie la première partie, la deuxième partie, puis on fait appel à la procédure de fusion. Si on suppose que cette procédure de fusion est déjà implémentée, on obtient donc une implémentation très facile et très compacte. Alors du moment que les deux parties ont des frontières qui sont différentes, donc on préfère utiliser des indices de début et de fin à la place d'utiliser la taille du tableau. Donc ici, si nous prenons donc notre exemple, notre tableau est numéroté de 0, 1, 2, 3, 4, de 0 à 4. Ainsi, la valeur de départ de début c'est 0 et fin c'est 4. Donc la première chose qu'on fait, c'est calculer le milieu. 0 plus 4, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Donc la première partie de notre tableau, la partie gauche, ça sera de 0 jusqu'à 2 moins 1, 1. Donc 0 et 1. Et la deuxième partie, ça sera de 2 jusqu'à 4, 2, 3 et 4. Bien sûr, on peut mettre ici 1000 et ici 1000 plus 1, c'est aussi juste. On peut décider de diviser le tableau. Ça, c'est la première partie. Et 28, 14, c'est la deuxième partie. Donc après avoir trié les deux parties, on fait appel à la procédure de fusion. Bien sûr, je pense que vous vous êtes rendu compte que en fait, ces deux parties-là ne seront pas triées par un algorithme spécifique, mais ça sera juste le fait de diviser le tableau par deux à chaque fois jusqu'à obtenir des tableaux de taille 1. Donc les tableaux de taille 1 sont par définition déjà triés. Ainsi, la même procédure de fusion sera appelée pour trier et pour obtenir donc des sous-tableaux qui sont triés et qui sera par la suite appelé. Voilà, donc vous voyez une implémentation très simple à comprendre. Maintenant, juste concernant la fusion, nous allons la détailler. Voici donc son code source. La partie la plus importante est mise en évidence en rouge. Mais sinon, imaginons donc que vous avez un tableau qui est divisé en deux parties et ces deux parties-là sont déjà triées. Donc en fait, ils font partie du même tableau. Donc pour pouvoir fusionner, la première chose, il faut d'abord utiliser des tableaux intermédiaires. Un tableau qu'on va appeler L, left, gauche, et un tableau qu'on va appeler R, right, droit. Donc on va transférer les éléments des deux parties vers L et R. Voici donc la partie qui va s'occuper de ce transfert.
L de I qui reçoit donc A de D plus I moins 1 pour la partie gauche, et pareil pour la partie droite. Une fois donc les éléments sont transférés, bien sûr tous ces indices-là sont donnés comme paramètres, le début, le milieu et la fin. Ensuite, on va stocker un nombre très grand, ici que je représente par l'infini, mais dans le code source, j'ai mis donc 9999, un nombre très grand, et vous allez voir son utilité une fois qu'on va dérouler ce programme. Ensuite, vous avez donc la partie la plus importante, c'est ici. C'est ici qu'on va donc commencer la fusion de L et R pour obtenir un tableau A qui est complètement, cette fois-ci, trié. Donc on va positionner I et J à 1, si on suppose que les tableaux commencent à partir de 1 pour L et R. Et ensuite, donc, on va tout simplement comparer L de I, c'est-à-dire 17, avec R de J, c'est-à-dire 13. Là, nous avons donc 17 n'est pas inférieur à 13. Ça veut dire qu'on va exécuter ceci. A de K égale à R de J. Notre tableau A va recevoir la valeur 13. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait juste après? J++, l'indice J avance. Et on continue. On compare cette fois-ci 14 avec 17. Donc toujours ce test-là est faux. Et c'est donc le 14 qui sera stocké. Et ensuite J++. Alors bien sûr, le tableau A, son indice c'est K, qui est donc mis à jour automatiquement à chaque fin d'itération. Le K avance de 1, 2 ou 0, 1, 2, grâce à l'instruction K++ qui se trouve dans la boucle. On continue, cette fois-ci L de I est toujours 17 et R de J c'est 28. Cette fois-ci, ce test-là est vrai. Donc on va exécuter cette partie-là. A de K va recevoir L de I, c'est-à-dire 17. Et cette fois-ci, ça sera le I qui va avancer. Ensuite, le 28 avec le 42, c'est le 28 qui passe. Et cette fois-ci, le J sort carrément du tableau. Et c'est pour cette raison que nous avons ajouté une case supplémentaire pour éviter des exceptions ou d'erreurs d'exécution. L'infini, cette fois-ci, va forcer tous les autres éléments, que ce soit un élément ou plusieurs éléments de l'autre tableau, à être stockés dans le tableau A. Donc dans la prochaine itération, on va comparer 42 avec 9999 ou avec l'infini. Et puisque donc ce test-là va devenir toujours vrai à présent, donc le J ne va jamais avancer, il n'y a que le I qui va avancer, donc le 42, et donc la fusion se termine. Sa complexité temporelle, c'est ρ de n, ça se voit dans cette boucle-là. On part de 0 à n-1 ou de 1 à n. Et donc, toutes ces boucles-là, si on ajoute celle-ci, la complexité reste une complexité linéaire de ρ de n. Il y a juste un défaut à cette méthode de tri, c'est l'utilisation de tableaux intermédiaires qui ont une taille à peu près de n, ou si on veut être exact, n plus 2 parce qu'on a ajouté 2 cases. Mais n plus 2, c'est aussi ρ de n, la complexité spatiale. On utilise un tableau intermédiaire ou deux sous-tableaux intermédiaires qui ont une taille de ρ de n. Voilà, maintenant pour la complexité, non pas de la fusion seulement, mais du tri par fusion, puisque la procédure elle est récursive, donc on va utiliser la formule de récurrence. Donc ça c'est T, nous avons un tableau de taille n, donc T de n, et ensuite là on va donc avoir, si début est inférieur à fin, donc nous avons cette comparaison, c'est ρ de 1, ça c'est aussi ρ de 1, ici on calcule le milieu, ça on est en train de trier la première partie, donc T de n sur 2, pareil ici, T de n sur 2, et nous avons la fusion qui est ρ de n. Donc là, j'ai oublié de parler de ce test-là, début inférieur à fin. En fait, on n'a pas fait égal, parce que lorsque le début devient égal à fin, ça veut dire que nous sommes arrivés à un tableau de taille 1. Donc il faut tout simplement sortir de la boucle. Donc tant que début est inférieur à fin, ça veut dire que nous avons des sous-tableaux de taille supérieure à 1, donc il faut continuer la récursivité, continuer la division du tableau par 2. Lorsque début est égal à fin, dans ce cas-là, le tableau est devenu de taille égale à 1, et dans ce cas-là, il faut sortir et laisser donc la fusion fonctionner pour fusionner les sous-tableaux. Alors je reviens à la complexité, donc T de n est égal, si n est égal à 1, c'est-à-dire si le tableau a une taille de 1, dans ce cas-là, c'est ρ de 1, on fait que ce test-là et on sort. Sinon, donc on fait la somme, ça nous fait 2tn sur 2, plus c'est ρ de 1 mélangé avec ce ρ de n, ça nous donne ρ de 1, ρ de n. Les constantes sont ignorées. Donc ça, c'est lorsque n est supérieur à 1.
Si on développe, et je pense qu'on l'a déjà développé peut-être dans les TD avant, si on développe cette formule de récurrence, on obtient la complexité T de n égale à ρ de n log à base de 2 de n. Une autre méthode pour expliquer cette complexité, c'est en utilisant tout simplement le langage naturel et avec un schéma. Donc là, nous avons la première partie, c'est la division, lorsqu'on divise le tableau par 2 jusqu'à arriver à des tableaux de taille 1. Et la deuxième partie, c'est la fusion, jusqu'à obtenir notre tableau trié. Donc il suffit juste de connaître combien d'étapes on va faire pour passer d'un tableau de taille n vers des tableaux de taille 1. Et l'explication se fait toujours avec la phrase classique, de dire que si nous avons un tableau de taille n qu'on va diviser par 2, la taille va devenir n sur 2, n sur 4, n sur 2 à la puissance p, c'est des puissances de 2, jusqu'à arriver à 1. Donc on détermine que p, c'est logarithme de 2 de n. À titre d'exemple, si vous prenez un tableau de taille à peu près 1000, vous allez voir qu'en divisant en faisant 10 itérations, vous allez passer de 1000 à 1. Si vous prenez un tableau de 1 million, vous allez voir que vous aurez besoin à peu près de 20 itérations pour arriver à des tableaux de 1. Alors je me base ici sur les puissances 2 à la puissance 10, c'est à peu près 1000, 2 à la puissance 20, c'est à peu près 1 million. Et 2 à la puissance 30, c'est à peu près 1 milliard. Donc si vous prenez des tableaux de taille 1 milliard, juste en 30 itérations, ce tableau-là va devenir de taille 1. Donc vous voyez donc la rapidité de la division par 2. Ensuite, maintenant, dans l'autre étape, ça sera le même nombre d'itérations pour faire le contraire, c'est-à-dire de passer des tableaux de taille 1 au tableau final. Sauf que dans la deuxième étape, à chaque fois, on fait des fusions. Soit on fait une seule, soit on fait des fusions de sous-tableaux. Mais le prix à payer à chaque étage, c'est ρ de n. Là, on est en train de fusionner des tableaux de taille n sur 2, n sur 2. Donc c'est ρ de n. Ici, c'est n sur 4, n sur 4, n sur 4, n sur 4. Vous faites la somme, vous trouvez toujours n. Et puisque le nombre d'itérations, c'est logarithme de 2 de n, qu'on a démontré ici, donc ça nous donne une complexité de n log n. Dans cette partie-là, on ne fait rien. Donc il y a juste la division, c'est log de n. Alors qu'ici, à chaque étage, on fait de la fusion. Et donc on arrive à démontrer que la complexité de cet algorithme, c'est ρ de n log n, la complexité quasi linéaire. Maintenant, cette complexité, est-ce que c'est une complexité pire cas ou meilleur cas? En fait, dans notre analyse, on n'a pas vu la différence. Ça laisse penser que le worst case et le best case, c'est la même complexité. Je vous laisse réfléchir. Imaginez que vous prenez un tableau trié. Est-ce que ça va changer au niveau du déroulement? Vous allez voir que pas du tout. Même si le tableau est trié, notre algorithme ne va pas s'en apercevoir. Il va diviser et obtenir ici 42, 17 ou 17, 42 de ce côté-là. C'est kiff-kiff. La fusion va faire son travail, le même travail. Et donc, on va passer d'un tableau trié au même tableau trié en faisant le même nombre d'itérations et, si vous voulez, le même effort. Donc, ceci prouve bien que le pire cas, c'est la même chose que le meilleur cas. C'est n log n, notre algorithme ne profite pas du fait que le tableau est trié, contrairement, par exemple, au tri par insertion.